4 juin 1958, place du Forum à Alger. Le général de Gaulle est accueilli en héros par les Français d'Algérie. C'est pourtant le début de la fin d'une guerre qui dure depuis 4 longues années. De Gaulle savait, avant même de revenir au pouvoir en 1958, que l'intégration de l'Algérie dans la France n'était pas possible, voire n'était plus souhaitable. Et si à l'époque le général avait clairement donné ses intentions, je me crois qu'il y aurait eu une vraie révolte. La rencontre entre le général et les Français d'Algérie restera sans doute comme l'un des malentendus les plus douloureux de l'histoire de notre pays. Je vous ai compris. Entre ce 4 juin 1958 et la fin de la guerre d'Algérie, 4 nouvelles années de combat et de violence. Voici l'histoire d'un processus inéluctable, d'une négociation difficile avec ses avancées, ses blocages et ses rebondissements. Je sais ce qui s'est passé ici. Les Pieds Noirs ont ramené De Gaulle aux affaires pour que l'Algérie reste française. Je vois ce que vous avez voulu faire. Ce jour-là, c'est donc la joie pour le petit peuple d'Alger. Quand on entend le général de Gaulle, on se dit bon ben ça va, il nous garantit que les choses vont rester en l'état en tous les cas. J'ai cru à De Gaulle à ce moment-là, c'est certain. Et je me disais que je vous ai compris. Je ne pensais pas que c'était dans les sacrifiés qu'il nous comprenait. Et beaucoup, par exemple, ont fait des investissements. Moi, mon propre père, d'ailleurs, de certain point de vue, a fait la même chose. C'est pour ça qu'il en veut aussi général de Gaulle, puisqu'il a cru au départ à ce qu'il disait. Et donc, il a acheté un appartement à Oran. Il a mis toutes ses économies. Et puis, en fait, on est reparti, on a tout laissé. Le Front de libération nationale algérien, le FLN, a une interprétation très différente du retour de Gaulle. Car pour lui, le général est celui qui a prononcé le discours de Brazzaville, l'homme qui, dès 1944, défendait le processus de décolonisation, un défenseur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'arrivée du général de Gaulle a été saluée comme un espoir. Le FLN, tout de suite, comprend que l'avènement de Gaulle va apporter des changements importants dans la politique française. Pour le FLN, De Gaulle est bien celui qui va donner l'indépendance à l'Algérie. Il y a une réponse politique à la venue de Gaulle. C'est la Constitution, 19 septembre 1958, du gouvernement provisoire de la République algérienne. Donc, on rentre dans une nouvelle étape, celle de la consolidation des institutions du FLN. On le sait, l'histoire va donner raison aux Algériens. D'ailleurs, 15 mois après son retour au pouvoir, le général pose les bases de ce qui, désormais, va être la ligne directrice de sa politique algérienne. On peut maintenant discerner le moment où les femmes et les hommes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause. Le vrai tournant du discours du 16 septembre 1959, c'est l'idée qu'on va faire un référendum et qu'on va demander aux Algériens ce qu'ils souhaitent. C'est quand même un coup d'éclat extraordinaire. Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Et c'est à partir de là que se présente pour la première fois la possibilité concrète de négociations avec le FLN, donc avec des membres du FLN, pour essayer d'aboutir à une autre solution que l'Algérie française. On peut maintenant... Ce discours est un coup de tonnerre pour les partisans de l'Algérie française. En revanche, c'est une victoire pour ceux qui militent en faveur de l'indépendance
Louis Jox, l'homme qui va négocier les accords d'Évian, fait partie de cela. Son fils, Pierre, se souvient de ce moment précis. Le 16 septembre 1959, le discours de De Gaulle, je l'ai entendu au mess des officiers de la base aérienne de Colombichard, où j'étais. On était en train de se préparer à dîner. Alors on a explosé de joie, presque tous, dans le contingent. Et j'ai envoyé immédiatement un télégramme à mon père parce que c'était son anniversaire, le 16 septembre 1959. J'ai dit, bon anniversaire. Et on a cru à ce moment-là, nous, des jeunes officiers ou des jeunes soldats, on a cru que la paix, c'était pour Noël. Sur le terrain, pourtant, les affrontements redoublent de violence. L'armée française n'a jamais été aussi offensive. De Gaulle semble faire le contraire de ce qu'il a annoncé. Dans un premier temps, la stratégie de Gaulle, ça a été plutôt une stratégie militaire. Porter des coups aux maquis algériens, faire en sorte que les maquis du Front de Libération Nationale plient, soient affaiblis au maximum pour débuter, pour commencer de véritables négociations. Le FLN, sur le plan militaire, se faisait battre beaucoup par le plan Chasles. Chasles était un militaire qui avait une idée très simple. C'est vraiment le rouleau compresseur, si vous voulez. On évacuait tout le monde, on a évacué 1,5 million ou 2 millions de paysans, quelque chose comme ça, qu'on a mis dans des camps. Ça, c'était pas ce qu'il y avait de plus beau. Mais quand même, le FLN, là, militairement, on a pris un coup. L'armée française tient sa victoire militaire. De Gaulle veut profiter de la position de force pour négocier. Juin 1960, dans un secret absolu, une délégation de militaires du FLN atterrit à Paris, direction l'Élysée. C'est le 10 juin qu'il débarque dans l'aérodrome des services secrets français. Ils sont transportés en voiture par un officier général. Ils traversent Paris par un temps magnifique ensoleillé. Ils sont absolument étonnés de voir Paris. Évidemment, pour eux, c'est quelque chose d'assez étonnant. On les fait venir par les jardins de l'Élysée et De Gaulle les reçoit dans le plus grand secret dans son cabinet. Et là, le général apparaît en grand uniforme. De Gaulle leur dit que, de façon extraordinairement courtoise, d'après ce qu'on a compris, qu'il a bien vu ce qu'il voulait faire, qu'il rendait hommage, comme il l'avait fait en 1958, à leur courage. Et il se passe une chose tout à fait typique du général de Gaulle, c'est qu'il leur tient un discours éblouissant sur le futur de l'Algérie tel qu'il la voit. Il leur demande dans quelle mesure ils peuvent faire déposer les armes. Par conséquent, c'est bien cela, c'est les couteaux au vestiaire. De Gaulle raccompagne ses hôtes jusqu'à la porte en disant « Je ne vous serre pas la main, je vous la serrerai lorsque nous aurons signé les accords qui construisent cette Algérie dont je vous ai esquissé les grandes lignes. » Aucun membre de cette délégation algérienne ne serrera la main du général de Gaulle. Car le FLN est divisé. De retour en Algérie, ceux qui ont rencontré le président français n'ont plus la main. Le voyage à Paris n'a servi à rien. De Gaulle veut absolument trouver une solution. Il reprend l'initiative. Dans les jours qui suivent, De Gaulle lance un appel solennel au GPRA lui-même, c'est-à-dire au chef politique de la rébellion, pour avoir une négociation publique. Et à la surprise générale, le GPRA réagit très vite et il envoie donc 2 de ses délégués pour préparer la venue de Ferhat Abbas, le président du GPRA, pour rencontrer De Gaulle à Paris. Donc à la fin juin 1960, 2 représentants du président du GPRA viennent en France. Ils sont reçus à la préfecture de Melun. Cette fois, la négociation est publique. La ville est prise d'assaut par la presse. Les yeux de tous les Français sont tournés vers Melun. L'épisode fait la une des journaux. De Gaulle, l'homme du 18 juin 1940, est sûr de lui. « Il pense pouvoir imposer ses conditions au FLN. »
quand De Gaulle arrive au pouvoir, d'abord, il a une certitude incroyable, peut-être mégalomaniaque, sur le fait qu'on acceptera de sa part ce qu'on a refusé aux autres. Il est persuadé que le FLN, qui dans le privé, qui traite de pouilleux, qui vont venir à quatre pattes se traîner à ses pieds. Il pensait qu'il arriverait avec les forces de la nation, enfin bien sûr, mais qu'il arriverait à faire plier le FLN. Mais les négociations de Melun sont un échec, car De Gaulle demande un cessez-le-feu préalable à toute discussion. Pour le général, la question de l'indépendance n'est pas encore à l'ordre du jour. Le FLN, lui, ne vient en France que pour une seule raison. Toute notre politique était définie par une position tout à fait radicale. C'est-à-dire, nous étions partis pour aboutir à l'indépendance totale. Donc il y a manifestement un malentendu au cours du mois de juin 1960, et à partir de là, la situation ne va pas cesser d'empirer. Après l'échec de Melun, De Gaulle n'a donc pas d'autre choix que de faire un pas de plus vers les Algériens. En novembre 1960, il prononce un grand discours à la télévision. Ayant repris la tête de la France, j'ai, on le sait, décidé en son nom de suivre un chemin nouveau. Ce chemin conduit non plus au gouvernement de l'Algérie par la métropole française, mais à l'Algérie algérienne. Cela veut dire une Algérie émancipée, où c'est aux Algériens qu'il appartienne de décider de leur destin. Dans le discours du 4 novembre 60, De Gaulle prend pour la première fois une position beaucoup plus claire. Il reconnaît que la République algérienne, qui n'a jamais existé, existera un jour. Ça, c'est évidemment une révélation sans précédent. L'Algérie, si elle le veut, pourra avoir son gouvernement, ses institutions et ses lois. De Gaulle veut en finir. Dès lors, les négociations s'intensifient. Mandatés par l'Élysée, les hommes du général se transforment en agents secrets. Ils rencontrent les émissaires du FLN en France ou en Suisse, à l'abri des regards, façon roman d'espionnage. On m'a donné un vrai faux passeport qui était signé par M. Verdier, directeur général de la Sûreté nationale. J'ai gardé comme un souvenir. Même à sa femme, on ne dit rien. Ma femme n'a jamais su où j'allais quand je partais. S'est-elle fait des idées? C'est possible, je n'ai pas demandé. Je lui ai dit que je partais en mission, mais que je ne pouvais pas lui dire où j'allais. On m'a envoyé à Dole, où j'ai été accueilli par des gendarmes qui m'ont emmené dans une voiture. Vous m'étiez mis à l'avant, j'avais les pieds sur un tas de grenades. Qu'est-ce que ça fait? Bon, on ne sait jamais, peut-être attaqué, etc. J'ai donc pris la caravelle, je suis arrivé à Genève. J'ai trouvé un interlocuteur, ou plus exactement, cet interlocuteur m'a trouvé. Il m'a reconnu un petit détail que Michel Debré m'avait recommandé de faire, c'est-à-dire d'acheter Combat, journal que j'aimais bien d'ailleurs, de le prendre sous le bras. Et c'est en effet comme ça que mon interlocuteur a dit « Vous avez l'habitude de lire Combat ». J'ai dit « Non, jamais, mais je l'ai acheté ce matin par exception ». Elle m'a dit « Alors c'est vous que je cherche ». Et tous les 3 ou 4 kilomètres, il changeait la plaque d'immatriculation parce qu'il disait on risque d'être repéré et il faut savoir que votre tête pourrait très bien être mise à prix. À quoi pensons? Naturellement, on pense aux affaires qu'on a traitées. Mais aussi, on pense aussi aux conséquences de ce qu'on décide. Quand on décide de se rencontrer dans 15 jours, moi je sais qu'à chaque fois je dis 15 jours. 15 jours, mais ça va faire encore combien de morts pendant 15 jours? C'est absurde. Pour la conférence d'Évian, un avion a amené à Genève les membres de la délégation FLN conduite par M. Belkacem Krim et qui comprend M. Boumengel et Ahmed Francis, qui résument à eux trois toutes les tendances du FLN. Et à sa descente d'avion... Après des mois de rencontres secrètes, de contacts informels et confidentiels, les négociations reprennent officiellement à Évian. L'Algérie veut
accéder à la vie internationale sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain. Évian, l'hôtel du Parc. La police fait toujours aussi bonne garde. Monsieur Louis Jox, ministre d'État pour les affaires d'Algérie, chef de la délégation française, arrive le premier. La délégation FLN pénètre à son tour à l'hôtel du Parc. Sommes-nous enfin en vue de l'aboutissement? Mais cette conférence est sous haute tension. Le maire d'Évian, Camille Blanc, est assassiné chez lui par l'OAS. L'organisation secrète pro-Algérie française veut empêcher la tenue de ces négociations. Les activistes de l'OAS multiplient les attentats en Algérie et en métropole. Malgré cette pression, les discussions s'ouvrent à l'hôtel du Parc d'Évian. Très vite, elles coincent sur des questions géopolitiques. Le FLN considère la question du Sahara comme non négociable. Il est clair que la question du Sahara pose problème dans les négociations entre la France et le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. Le Sahara, c'est pas seulement du sable, c'est du pétrole. Depuis 1956, à peu près, la France y avait développé à la fois l'exploitation pétrolière, toute une série de bases d'expérimentation spatiale et également avait choisi d'y faire exploser ses bombes atomiques. On se remet dans le contexte où De Gaulle a pour objectif de faire de la France une puissance nucléaire, de faire partie de la cour des grands. Donc pour cette double raison énergétique avec le pétrole nucléaire, le Sahara constitue une épine, on va dire, dans les négociations entre la France et le GPRA. Moi, je m'occupais du pétrole, et donc j'étais chargé pour présenter la thèse sur le Sahara. Les arguments étaient que le Sahara était essentiellement une conquête française. Il n'y avait jamais eu dedans, l'Algérien n'avait jamais rien fait au Sahara, et que donc il n'avait pas de droit historique sur le Sahara. Il s'est trouvé que la France, administrativement, avait rattaché le Sahara au département d'Algérien. Nous souhaitions évidemment pouvoir continuer à exploiter ce pétrole, au moins pour récupérer la mise. C'était l'idée du général, qui avait une conception très patrimoniale, finalement, peut-être très bourgeoise, au fond. C'est-à-dire qu'il faut récupérer l'argent qu'on a dépensé dans le pétrole. Le FLN refuse de plier. Les négociations achoppent. Les Algériens craignaient de s'engager, craignaient d'être roulés dans la farine par les négociateurs français qu'ils estimaient à leur juste valeur, c'est-à-dire des gens très habiles et tout à fait remarquables. Je me souviens que Krim Belkacem nous a dit « Vous avez pris la décision d'une journée, c'est nous qui avons décidé d'arrêter. Hein. Vous avez décidé d'arrêter Sindhi. S'il est dit, c'était Sindhi, les négociations. C'est à vous de nous dire quand vous allez les reprendre. » À Évian, c'est donc l'impasse. Claude Chaillet remonte à Paris pour rendre compte au général. De Gaulle s'emporte. Vous direz à ces lascars que l'indépendance de l'Algérie est acquise. Vous m'entendez? L'indépendance de l'Algérie est acquise. Mais qu'il faut maintenant qu'ils se décident à sauter le pas. Mais les lascars sont déterminés à obtenir l'entière souveraineté du territoire algérien. À la surprise générale, De Gaulle finit par céder. Le Sahara sera algérien. Les concessions
du côté algérien n'ont pas été minces non plus, puisque c'est des facilités particulières aux compagnies pétrolières françaises, c'est la possibilité de poursuivre les essais nucléaires, et quand on sait quel drame c'était chaque fois qu'il y avait un essai nucléaire dans le monde, et le concert de lamentations et de réclamations qu'il y avait, il faut bien dire que les Algériens ont accepté cela. À Alger, les tenants de l'Algérie française font tout pour faire échouer les négociations. En avril 1961, des militaires vont tenter le coup de force. Conduit par 4 généraux, Jouhaud, Salan, Chal et Zeller, le putsch d'Alger est une tentative de coup d'État pour renverser De Gaulle. La réaction du général restera dans les annales de l'histoire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Françaises, Français, aidez-moi! À Alger, le putsch dure 3 jours. Le pays retient son souffle. En métropole, l'appel du général est entendu. Et le peuple de Paris était appelé à tenir son rôle dans ce drame inattendu. C'est par milliers qu'ont pu compter les engagements réclamés pour seconder les forces de l'ordre. Le gouvernement avait pris ses mesures de sauvegarde et assurait la sécurité nationale. La tentative de coup d'État est rapidement condamnée, car la majorité des officiers restent fidèles à De Gaulle. Le carteron de généraux est arrêté. De Gaulle garde donc la situation en main. Mais le monde entier a les yeux rivés sur cette affaire algérienne. La pression internationale est de plus en plus forte sur la France. Le FLN va en tirer profit. Sur le plan international, c'est un FLN important, un FLN soudé, un FLN cohérent. Sa politique étrangère, c'est-à-dire la diplomatie du FLN, qui est l'un des, peut-être des grandes réussites, l'une des plus grandes réussites du FLN, c'est sa diplomatie, qui commence à partir de 1958, une diplomatie démonstrative, audacieuse. Le FLN attachait beaucoup d'importance à ce que l'opinion internationale soit de son côté. Et il avait un communicant, comme on dirait aujourd'hui, extraordinaire, à New York, à l'ONU, à Washington aussi, en même temps par hasard, de temps en temps, qui s'appelait Yazid, qui parlait américain remarquablement, qui passait sur les télés américaines et tout ça. On a parlé aussi de l'Algérie à la commission politique de l'ONU, où adversaires et partisans de la politique française se sont expliqués. Round d'observation avant le débat en Assemblée générale. Le combat des Algériens, grâce à cette diplomatie démonstrative, devient un combat pour la liberté, un combat contre le colonialisme. On est tout de même dans une période où la décolonisation est devenue le fer de lance, on va dire, d'une grande partie des États de ce monde. Comment cela se fait-il que la très grande majorité des États d'Afrique obtiennent leur indépendance, que ce soit par l'Angleterre ou que ce soit par la France aussi? Comment cela se fait-il que la France se rattache à cette Algérie? La stratégie du FLN, hein, de résonance internationale, etc., cette stratégie du faible au fort, produit ses effets. Effectivement, la France va être isolée sur la scène internationale. La guerre d'Algérie fait mettre la France quand même au banc des nations à l'ONU, puisqu'il y a des condamnations. Le sénateur Kennedy, qui n'est pas encore président, John Kennedy, qui fait des interventions à l'ONU pour condamner cette guerre menée par la France, etc. Donc tout ça, De Gaulle, il le sait parfaitement. Il faut arrêter à tout prix. Et donc, voilà. Et tout le reste n'a pas grande importance. En métropole, la question algérienne fait débat. Le climat est électrique et les Français divisés. Parfois jusque dans leur famille.
certaines se déchirent carrément sur la question algérienne. J'avais une sœur aînée qui était une passionnariat de l'Algérie française. Je considérais que je m'étais vraiment lié avec le diable. J'ai eu une tante qui, a une de ses amies présentes, m'a présenté en disant c'est mon neveu qui est aux affaires étrangères et son seul souci est de brader l'Empire. Je me suis tourné vers cette amie qu'elle avait invitée à prendre le thé et qui pensait avoir des moments agréables. Et je lui dis, Madame, vous qui vous étonnez, comme ma tante le dit que je brade l'Empire, vous êtes naturellement prête à me donner le sang de votre fils, qui a 20 ans. Et vous, ma tante, ce tableau, vous me le donnez aussi, parce que j'ai besoin d'argent. Pour faire la guerre, il faut de l'argent et il faut du sang. Donnez-moi les deux, je fais la guerre. Progressivement, les partisans de la paix deviennent majoritaires. La guerre apparaît de plus en plus inutile. Au seuil de la 8e année de conflit, l'indépendance semble inéluctable. Les Français refusent de donner leur sang plus longtemps à une cause qu'ils ne partagent plus. Il faut bien voir qu'à la fin en 59-60, il y a 500 000 garçons du contingent d'Algérie. Donc ça veut dire 500 000 mamans, 500 000 pères, 500 000 petites amies, 500 000 sœurs, 500 000 frères en moyenne. Ça fait des millions de gens qui ont quelqu'un en Algérie et ils ont peur pour lui. C'est le guépier algérien, il ne faut pas dire la phrase courante à l'époque, le merdier algérien. Et donc il faut se tirer de là. À Alger, mais aussi en métropole, les partisans de l'Algérie française ne s'avouent pas vaincus. À Paris, des parachutistes déçus et des militants d'extrême droite s'activent au sein de l'OAS Métro. Ils amplifient les plastiquages. Ce sont les Nuits Bleues. Au fond, une idée est omniprésente dans la tête de ces hommes. C'est tuer De Gaulle, hein, c'est la seule chose, c'est le seul... c'est le seul blocage réel qu'il y a, car lui seul peut arriver à continuer dans sa néfaste politique anti-française. La violence est partout. À Pont-sur-Seine et au Petit Clamart, le général de Gaulle échappe 2 fois à la mort. C'était vraiment la guerre. Il fallait, je pense qu'on ne s'en rend pas compte aujourd'hui à quel point cette fin, les derniers mois de la guerre d'Algérie ont été extrêmement violents. Ça faisait la une des journaux, évidemment tous les jours. Attentats ici des Moulineaux, attentats, etc. Les attentats contre le général de Gaulle. Enfin bon, c'était, il y avait quand même un climat de guerre civile. À quelques mois de la signature des accords d'Évian, l'OAS se déchaîne. Il plastique un certain nombre d'appartements intellectuels, il plastique les journaux, Le Monde, l'Express. On a plastiqué mon appartement. Moi j'ai eu 2 policiers devant chez moi. Jean Daniel est alors journaliste à l'Express. Il est réputé pour ses opinions pro-indépendantistes. Mes parents n'étaient pas menacés, c'était pire. C'est-à-dire qu'il y avait des pressions auprès des miens pour dire qu'ils devraient se méfier parce qu'ils allaient être victimes de ce que je faisais, moi. À Alger, l'OAS connaît un certain succès, mais en métropole, l'organisation ne cesse de perdre des points dans l'opinion. Ils se mettent à dos la population parce qu'effectivement il y a quelques ratés, comme ils disent, c'est-à-dire que l'appartement de Malraux qui est plastiqué fait une victime, une petite fille qui est complètement défigurée et dont le visage va apparaître à la une des journaux. La campagne du plastique continue. Cette offensive en visant M. André Malraux a fait la plus pitoyable des victimes, une fillette de 5 ans qui a failli perdre la vue. La liste des explosions s'allonge. L'OAS comprendra-t-elle la criminelle folie de ces méthodes aveugles qui heurtent toutes les consciences? Je regrette beaucoup qu'il y ait une bavure, hein, parce que c'était pas elle qui était désignée, c'était Malraux. Mais bon, c'est la guerre, hein, c'est un combat qu'on menait. Voilà, donc on monte en épingle quelque chose qui est regrettable,
Évidemment, hein, c'est quelqu'un qui souffre dans sa chair et qui est innocent, c'est regrettable de toute façon, c'est sûr. Mais combien d'autres méritent autant et qui n'ont pas accès aux médias et n'ont pas la parole? La manifestation de Charonne a été provoquée par l'attentat au plastique chez André Malraux, ministre de la Culture, qui avait blessé la petite Delphine Renard, défigurée. Et c'est cette photo d'une enfant défigurée qui avait provoqué l'indignation et fait que les gens étaient descendus manifester. Le 8 février 1962, 1 million de personnes se retrouvent à Paris pour protester contre la violence de l'OAS. 1 million de personnes, il y a de quoi faire une révolution, rien les arrête. 1 million de personnes dans les rues de Paris. Les gens en ont ras-le-bol. Mais le préfet de police de Paris, Maurice Papon, ordonne aux forces de l'ordre de charger les manifestants. Et là, il y a eu une espèce de panique dans la foule. Il y avait l'entrée du métro Charonne. Ils sont précipités trop vite. Certains étaient poussés. Ils sont tombés. Les autres leur sont tombés dessus. La foule s'est amassée. La police est arrivée et les gestes malheureux des policiers, ils ont jeté des grilles d'arbres par-dessus sur les corps. Et il y a eu... les gens sont morts étouffés. À Charonne, ce jour-là, 9 personnes trouvent la mort. La liste des victimes de la guerre d'Algérie n'en finit pas de s'allonger. Désormais, De Gaulle est pressé de trouver un accord. Les négociateurs français retrouvent les Algériens dans le village des Rousses, dans le Jura. Cette nouvelle rencontre secrète va être déterminante. C'était en plein dans la neige, c'était à 800 mètres, quelque chose comme ça, du col de la Faucille. Mais il fallait y aller par des petits chemins, etc. Et qu'est-ce que c'était? C'était un hangar, essentiellement. On va chercher les Lascars, parce que nous les avions entre nous comme ça. Nous allions les chercher de l'autre côté de la frontière. Ils venaient dans une voiture camouflée. Et ils arrivaient aux roues, s'entraient, montaient. Et puis les discussions avaient lieu. L'épisode dure une semaine. Les négociateurs s'épuisent et reprennent tous les points de désaccord, un par un. À l'Élysée, De Gaulle, impatient, appelle plusieurs fois par jour. La partie la plus importante qui est inconnue de toute cette affaire, un coup de téléphone du général à Louis Jox. Cette affaire doit finir. L'Algérie est indépendante. Vous m'entendez? Eh bien, faites le nécessaire. La délégation française s'exécute. Le cessez-le-feu, le Sahara, les garanties apportées aux Européens d'Algérie et l'autodétermination, tous ces sujets sont abordés dans le détail. Presque tout a été réglé aux Rousses. Je dirais même tout. Une fois qu'on a signé, on s'est serré la main pour la première fois. Mais tout cela reste encore secret. Rendez-vous est pris 1 mois plus tard à Évian. Le 6 mars 1962, les négociateurs se retrouvent pour conclure le pacte. Mais cette dernière phase de la négociation fut plus longue et plus difficile qu'on ne le croyait à son début. Il y eut même des jours d'inquiétude. On sent que ça va se jouer là. Mais ça a été dur quand même pendant les 8 jours. Ils discutaient mot à mot, pas tellement du cessez-le-feu, mais de ce qui se passerait pendant la période intermédiaire, de l'installation d'un exécutif provisoire. Il avait été prévu qu'il y aurait un exécutif provisoire avec donc les représentants de toutes les communautés vivant en Algérie. Et ça, comme toujours, quand il s'agit de choisir des personnes, il y a toujours des exclusions qui se font, celui-là on ne veut pas, etc. Bon, c'est ça qu'ils ont discuté. Mais il y a également toute une série de textes qui, je dirais, ont pour but d'orienter les futures relations entre l'État français et l'État algérien, en garantissant un certain nombre de droits aux Français qui resteront en Algérie,
Et il y a également donc toute une série de dispositions qui s'efforcent d'orienter les relations économiques, les relations stratégiques, enfin toutes les relations franco-algériennes futures. Jusqu'au dernier moment, les Algériens ont été méfiants sur ce qu'étaient les conditions de la négociation, les modalités des accords, au point de demander la lecture intégrale des accords au dernier moment pour qu'on soit bien, on convienne bien des différents termes. Et avec chaque page des accords d'Évian qui se trouvent au ministère des Affaires étrangères, paraphés par Krim Belkacem d'un côté, les négociateurs français, en particulier Louis Jox de l'autre côté. Les accords d'Évian, c'était, à mon avis, un très bon compromis. C'est un chef-d'œuvre juridique. Que ça, c'est un chef-d'œuvre parce qu'ils anticipaient tous les risques que couraient les Français d'Algérie. Que chaque cas était envisagé, que tout était chiffré, calculé sur les années, les étapes. Ça permettait aux Français d'Algérie de partir peut-être, mais très doucement. L'esprit des accords d'Évian, c'est quoi? C'est, je vais faire un peu de l'ironie, c'est que la période transitoire, c'est un fleuve tranquille. Les Français vont rester, les harkis vont rester. Le 18 mars, jour de la signature des accords d'Évian, c'est un soulagement. La fin de 8 années de cauchemar. De Gaulle aura mis 4 ans pour aboutir à ces accords. Les premiers soulagés, ce sont les appelés du contingent. Le 18 mars 62 au soir, quand on a appris la conclusion des accords d'Évian, ça a quand même été une grosse surprise et un énorme soulagement pour nous à l'unanimité. C'est la paix en Algérie. La paix en Algérie après 8 ans de guerre. On a mis que tout devait s'arrêter le 19 mars à 12 h. C'est quand même un moment extraordinaire. Nous étions soulagés que ça se termine enfin et que nous puissions avoir un horizon très très proche maintenant de notre libération et notre retour en France. L'obsession des appelés d'Algérie, c'était rentrer à tout prix, partir sortir de cette guerre, etc. Personne n'aimait cette guerre, personne. L'indépendance est prévue le 5 juillet 1962. Désormais, l'agenda est simple. Il y aura des élections 3 semaines après la proclamation de l'indépendance, une assemblée constituante, un nouveau régime, un nouveau pouvoir en Algérie. C'était ça le scénario. Mais la liesse est de courte durée car le scénario n'est pas respecté. On sait bien que la guerre ne s'est pas terminée le 19 mars, puisqu'il y a eu peut-être derrière les 3 ou 4 mois les plus violents de la guerre d'Algérie, les plus affreux. C'est l'OAS qui a refusé le cessez-le-feu, d'abord dans un premier temps refusé, et dans un deuxième temps carrément violé, 2 jours après. À Alger, 6 obus de mortier tirés par l'OAS tombaient sur la place du gouvernement. C'était le début de l'offensive de l'OAS, qui devait ensuite s'attaquer aux forces de l'ordre, tuant 15 soldats en blessant 70. Et le 23 mars 1962, à Bab el-Oued, les civils de l'OAS armés tirent sur les soldats du contingent pour récupérer leurs armes. Et il y a 9 morts. Alger s'embrase dans un déchaînement de violence. L'OAS veut reprendre la main. Les activistes s'attaquent directement aux musulmans et à l'armée française. C'est la stratégie de vouloir montrer que il y a une force en Algérie qui s'oppose à ces accords d'Évian, qu'elle est représentative d'une partie importante de la population, les Européens et les musulmans fidèles à la France.
La volonté, après les accords d'Évian de la direction de l'Ouest, du général Salon et d'un certain nombre de ses adjoints, c'est de dire, bon, il faut maîtriser Alger, il faut maîtriser l'Algérie, il faut que ce soit à nous. Et comme ça, les accords d'Évian qui prévoient une passation de pouvoir entre la France et le FLN ne pourra pas se faire, puisque c'est nous qui aurons le pouvoir à Alger et à Oran. La tension devient extrême, paroxystique, on pourrait dire. Hein, c'est la politique de terre brûlée, les grands incendies, les raffineries, cette politique totalement folle de l'OAS, même d'assassiner tout Algérien parce qu'il était algérien, sans aucune raison, les blesser dans les hôpitaux. Enfin, ça a été abominable, quoi. L'OAS tente le tout pour le tout. Certains pieds noirs la rejoignent, c'est l'escalade. C'est des gens qui sont rentrés chez eux un soir en disant, ben voilà, j'ai appris qu'il y avait machin qui avait été tué par le FLN, enfin par les Arabes, hein, ils ne parlent pas de FLN, et donc à chaque fois que maintenant qu'il y a un Français qui va être tué, moi je vais prendre mon flingue et le soir je vais aller tuer un Arabe. Autour de moi, l'OAS était un mythe, hein, mais que tout le monde autour de moi pas ma famille, parce que mon père, lui, était différent de ce point de vue-là. Mais le reste de l'univers dans lequel je vivais était quand même fasciné par l'idée que l'OAS était une sorte de mythe. Parce qu'il y a eu l'idée à un moment donné que l'OAS peut-être allait empêcher les accords d'Évian, voilà, qu'il y avait une sorte peut-être d'État qui allait se proclamer indépendant, etc. Une partie des Européens d'Algérie, dorénavant, placent leurs espoirs dans l'OAS, qui sont leur dernier rempart. Mais une date fatidique va faire basculer les choses, c'est la fusillade du 26 mars 62. Ce jour-là, à l'appel de l'OAS, les Français d'Algérie manifestent. Et dans la rue d'Isly, à Bab el-Oued, ils se heurtent à un barrage de soldats français. La violence l'a encore emporté sur la paix. Provocation, énervement, des coups de feu éclatent, une fusillade d'une violence inouïe se déclenche, 49 morts, 150 blessés. Pour la première fois, l'armée française tire sur les Français d'Algérie. Quand on a vu que les troupes gaullistes tiraient sur des manifestants pacifiques, là on s'est dit, De Gaulle fera tout pour remettre l'Algérie aux mains du FLN le plus rapidement possible. Les soldats français tirent sur les Français d'Algérie, l'OAS, plastique, massacre, tire sur des soldats français. Donc il y a bien un côté guerre civile. Le 26 mars 62, les Européens d'Algérie savent dorénavant que l'armée française ne les protège plus du tout. C'est à partir de cette date qu'il y a véritablement le début des départs massifs vers le territoire français. Un autre événement va marquer les pieds noirs. Le 5 juillet, à Oran, des centaines d'Européens sont enlevés et massacrés par les combattants algériens. Après le massacre d'Oran, pour les pieds noirs, c'est la valise ou le cercueil. Le drame avait figé la ville dans l'angoisse. Oran était redevenu une cité coupée en deux et la ville européenne une ville morte. Ça crée des psychoses énormes, quoi. Et donc finalement les gens n'ont qu'une envie, c'est de partir, d'abandonner leur terre. Ils ont compris que c'était perdu. Pris par la panique, les Français d'Algérie se précipitent pour prendre le bateau. Près d'1 million de pieds noirs embarquent pour la France. Ils laissent tout derrière eux, leurs biens et leurs racines. En France, ça sera, je pense, dans l'histoire contemporaine, la plus grande exode massive, oui. En métropole, les pieds noirs vont payer 130 ans de colonisation en Algérie. Beaucoup de Français les voient comme des colons, dominateurs. Je me souviens, moi, dans mon lycée, d'arriver de quelques pieds noirs dans ma classe. Et c'est tout à fait vrai que les pieds noirs étaient mal vus, très mal vus. On était les pieds noirs, on n'était pas les gentils, quoi, voilà. Donc il y a eu moi j'ai eu beaucoup de bagarres. Et par ailleurs j'ai eu aussi des enseignants qui n'étaient pas corrects à notre égard. Qui, notamment quand je suis arrivé, j'ai eu des enseignants qui nous ont mis au fond de la classe tout de suite. Parce que nous on était les petits pieds noirs. Et je crois qu'à tort, on assimilait en bloc, évidemment à tort, les pieds noirs à ce qui représentait l'horreur, c'est-à-dire l'OAS.
Et quand on lit les comptes rendus des conseillers des ministres, c'est absolument fascinant. J'y invite et les pieds noirs et les historiens. On se demande où est-ce qu'on va parquer les pieds noirs. De Gaulle s'oppose à ce qu'on les mette dans les villes du Sud, car c'est une mafia. Il ne faut pas rajouter la mafia à la mafia. Alors les ministres font des excès de zèle, on va les mettre tel endroit, tel endroit. Pour ma famille, c'était un traumatisme, hein, puisque dans les mois qui ont suivi, la mère de ma mère est décédée, 2 oncles à moi sont décédés, parce qu'ils n'avaient pas vécu et pas supporté. Voilà. Il y a eu beaucoup de décès dans les familles pieds noirs, notamment chez les anciens, qui n'ont pas supporté l'exode, la coupure des racines, leur histoire. Il y avait une vie quotidienne tranquille pour ces populations-là en Algérie, bon, avec des rites, des rendez-vous, voilà, et puis d'un coup ils étaient complètement déracinés, dépaysés. Ne serait-ce que la question du temps pour tous ceux qui ont vécu dans cet hiver 62-63 en France où il faisait très froid, c'était une rupture totale avec leur vécu. Voilà, les pullovers, on ne connaissait pas beaucoup en Algérie. Durant l'été 1962, un autre drame va éclater. La NAS se resserre sur les harkis, ces soldats musulmans qui étaient du côté de l'armée française et qui faisaient partie des supplétifs. Les harkis sont considérés par beaucoup d'Algériens comme des traîtres. Les massacres commencent au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. À chaque fois, on se disait, tiens, maintenant, il va y avoir une rafle, on va nous liquider. Et moi, dans mon village, à chaque fois que je voyais une voiture venir sur la piste, parce que c'était une piste, je me sauvais, je me réfugiais dans les grottes. Il fallait sauver sa peau. Il n'y a pas que des hommes qui ont été tués. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans ma famille, il y avait mon père et mon oncle qui étaient supplétifs. Mais les personnes qu'on a massacrées l'été 62, en août 62, c'était mon grand-père, qui était très âgé, qui n'était pas harki. On a tué ma tante, on a tué mon oncle, et on a tué leur bébé. Les règlements de compte vont faire au moins 80 000 morts. Sous les yeux des derniers officiers français qui ont alors des ordres très précis. Les officiers vous diront qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas intervenir. Moi, j'ai recueilli des témoignages d'officiers qui disaient qu'ils étaient absolument écœurés, absolument déchirés, et qu'ils ne pouvaient pas bouger. Si des exactions étaient signalées, ils n'avaient pas le droit de quitter les casernes. Quand ils sont partis, par exemple, il y avait les harkis qui avaient l'ordre de laisser sur place, qui couraient derrière les camions, et ils tapaient un coup de crosse sur les mains qui étaient accrochées aux ridelles des camions. Le gouvernement français refuse de protéger les harkis. Les ministres Pierre Messmer et Louis Joxe donnent l'ordre officiel aux militaires de ne pas rapatrier les harkis en France. Nous, les harkis, maintenant, on en veut beaucoup à la France de nous avoir abandonnés. Les ordres venaient du général de Gaulle. À l'époque, c'est lui qui a décidé, il leur a dit, ce magma de soldats, on n'en veut pas. De Gaulle l'a dit très clairement, oui, on pouvait parfaitement réagir, on pouvait parfaitement maintenir l'ordre et faire que les massacres cessent, mais c'était en quelque sorte recommencer la guerre d'Algérie, reprendre les hostilités, et ça, il n'en voulait plus du tout. On n'a pas appliqué les accords d'Évian. Il suffit de le dire, c'est une évidence qu'ils n'ont pas été appliqués. Laisser les harkis à leur sort pour ne pas refaire la guerre d'Algérie. De Gaulle oublie que c'est bien la France qui avait incité parfois fortement les harkis à entrer dans l'armée. C'était pas un engagement volontaire dans le propre sens du terme. On a été évacués de nos territoires par l'armée pour faire de nos territoires une ligne rouge, et on a été regroupés dans des camps. Et là, les cadres de l'armée ont imposé un choix à nos parents, soit ils rejoignent le maquis, soit ils s'engagent dans les formations supplitives, je suis obligé, comme harki. Il n'y avait pas de conviction, hein, parce qu'en contractant un engagement comme harki, il se mettait à l'abri de la répression de l'armée française et des exactions des rebelles. De plus, il y avait un salaire. C'était 240 francs
nouveaux, 240 nouveaux francs, et mon père n'a jamais gagné autant. C'était des gens qui étaient sacrifiés d'avance. C'était ça, c'est un des aspects de la politique détestable de la droite en Algérie, soutenue par Guy Mollet ensuite, à savoir de vouloir compromettre des Algériens en créant des troupes de supplétifs dont l'histoire montre, à travers l'histoire, à travers le monde, partout où il y a ce genre de phénomène, ça se termine par des règlements de compte sanglants. L'Algérie, si elle le veut, pourra avoir son gouvernement, ses institutions et ses lois. 50 ans après, les accords d'Évian symbolisent bien la fin de la guerre d'Algérie. Mais le chef-d'œuvre juridique décrit par certains a surtout permis au général de Gaulle de dégager la France du bourbier algérien. Les accords d'Évian ont bien réussi à aboutir à l'indépendance de l'Algérie, à interrompre la guerre, mais on ne peut pas dire qu'ils ont conclu la paix dans des bonnes conditions. C'est un leurre, c'est un bout de papier qu'on peut relire et qui n'a pas de valeur. En fait, tout ce qui est écrit dans les accords d'Évian ne s'est pas réalisé car il fallait dégager. Donc c'est un habillage. Est-ce que nous avons pris toutes les précautions? Non, on ne les prend jamais toutes. Jamais. On a beau réfléchir, et au pire, car nous avions prévu des bains de sang, on a beau réfléchir, on ne peut pas tout prévoir. Sur le moment, j'étais satisfait de voir qu'on avait enfin réussi à mettre fin à cette guerre, mais quand on a vu ensuite comment ça s'est passé, ça laisse un souvenir amer. Je pensais qu'on aurait pu éviter tout ça si on avait réglé les choses plus tôt. Ces affaires diplomatiques, c'est pas toujours gai, contrairement à ce qu'on croit. Hein. La petite cuillère dans le thé, dans la tasse de thé dont parlait Georges Pompidou, en tout cas, c'était pas le genre que moi j'ai connu. Dans tout ce genre d'affaires, il n'y avait pas de tasse de thé avec une petite cuillère et des morceaux de sucre. Oh non, c'était plutôt la potion amère. L'Algérie des accords d'Évian n'est pas et ne sera pas finalement. Donc cette Algérie du vivre ensemble n'a pas lieu à partir de septembre 62. Les accords d'Évian ont permis la naissance d'un nouveau pays. Mais les dirigeants algériens qui ont négocié les accords ne gouverneront jamais cette nouvelle république. Krim Belkacem et ses amis seront écartés du pouvoir. L'Algérie imaginée par les négociateurs des accords d'Évian ne verra jamais le jour.